J'avais rencontré le patron d'une start-up qui me disait « J'ai embauché les meilleurs. J'ai embauché les meilleurs. » Ok, super. Good for you. Mais les meilleurs aujourd'hui, c'est les meilleurs combien de temps? Ça dure combien de temps, ça? Non, c'est vrai. Il n'y a pas une date de péremption? Les meilleurs, c'est quoi? Les meilleurs, c'est ceux qui s'adaptent. En fait, le monde qui est autour de nous est en perpétuelle évolution. Avant, on apprenait quelque chose, on pouvait envisager de l'utiliser pendant 3 ans à peu près. Aujourd'hui, si au bout de 6 mois, on n'est pas en train de remettre en cause quelque chose, la longévité de ce qu'on a fait, ça s'évapore tout de suite. Du coup, les meilleurs, ce sera qui? Ce sera ceux qui savent regarder les meilleurs, s'approprier leur modèle. Tiens, et si je le faisais mieux qu'eux en plus? Parce que moi, je vais le faire autrement. Je vais apporter quelque chose. Et c'est une des autres vertus de la modélisation. La vertu de la modélisation, c'est qu'en fait, le fait que ça passe de l'un à l'autre, c'est vrai, dans certains cas, on peut faire un peu moins bien. Et puis on regarde, on mesure, on corrige. Et on va améliorer le modèle en se l'appropriant. Encore, le mouvement perpétuel. Est-ce que vous pouvez aider quelqu'un qui ne désire absolument pas l'être? Non. Oui, vous ne pouvez pas aider, jamais rentrer dans une attitude de sauveur. On n'est pas des sauveurs, on est des coachs. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que vous n'intervenez que s'il y a nécessité d'intervenir. Le coach externe, il n'intervient que sur demande. Le coach interne à une entreprise, il intervient quand lui constate que ça va mal. Mais il n'intervient pas comme un sauveur. Il n'est pas là pour sauver la personne. Cette attitude de sauveur n'y rentrez jamais. Parce que si le coach devient un sauveur, il devient aussi un bourreau. Et c'est souvent ce qui est reproché au manager, c'est d'être un bourreau pour les autres. Là, on essaie de changer la donne, sortir du triangle de Karpman pour aller vers autre chose. Une attitude d'écoute, et là je vais répondre à la première question, cette attitude d'écoute, c'est de l'écoute active. Seulement dans l'écoute active de Carl Rogers, si on entend les mots, mais qu'on comprend ce qu'il y a derrière les mots, quelle est la plainte, quelle est la douleur, quelle est l'émotion derrière le mot, et c'est ça l'écoute active. Énorme chose que Carl Rogers apporte, c'est de remettre la personne au centre. Et c'est important dans nos entreprises que les personnes soient au centre. Parce que c'est une masse de personnes, une entreprise. C'est des gens qui vivent ensemble. Si on ne s'écoute plus, du moins si on ne s'entend plus, et s'entendre, c'est entendre ce qui est au-delà des mots. S'entendre, c'est que la personne vit à l'intérieur d'elle-même. Et là, Rogers a raison. Sauf que Rogers, dans le rogerisme, se limite juste à accueillir l'écoute. C'est magnifique, c'était magnifique le rogerisme, mais aujourd'hui on est interventionniste. C'est-à-dire on ne se contente pas de recueillir, on agit. Et c'est ça, si Rogers a bouleversé la façon d'appréhender les choses avec le rogerisme, toutes les thérapies, tous les coachings qui sont venus après ont repris le rogerisme et apporté des couches supplémentaires qui sont des couches d'intervention. D'ailleurs, je ne me contente pas d'accueillir la plainte et de comprendre la plainte, surtout de l'entendre, d'entendre ce que la personne exprime profondément en elle, mais c'est d'intervenir pour corriger cela. Et en entreprise, s'il n'y a pas d'intervention, ben, je n'ai pas d'efficacité. Et s'il n'y a pas d'efficacité, mon rôle de coach et mon rôle de manager sont compromis, clairement. Ceux qui le comprennent l'adorent. Oui. Ceux qui le comprennent l'adorent. Ce que je disais à la conf, c'est pas que du positif, c'est du positif au final. Oui, Le but, on utilise tout ce qu'il faut pour y arriver. Il n'y a aucune école en France qui enseigne le Dickens. On est la seule. Mais tant mieux, parce qu'il faut rendre la compte. Non.
Parce que quand quelqu'un a une compétence, il est un génie dans son domaine, c'est pas forcément la transmettre, et c'est pas forcément la transcrire. Il dit, quand on lui posait la question, il disait, bah, je fais comme je fais moi. L'expliquer, c'est difficile. Je sais le faire. Donc quelqu'un d'extérieur a pu le transcrire. C'est Richard Bandler et John Grinder, un linguiste. Tous les deux, c'est des docteurs en psycho, qui ont modélisé la façon de faire et qui l'ont transcrite. Et donc un tiers de la PNL bah, vient de l'hypnose. Donc on pratique beaucoup l'hypnose dans le courant PNListe. Et plutôt d'hypnose ericksonienne, effectivement. Il y a d'autres formes d'hypnose, plus répandues sur la planète que l'hypnose ericksonienne, mais plus efficaces, je n'en suis absolument pas sûr. J'avais une copine psychologue qui me disait « Mais comment pouvez-vous détecter les pathologies de vos clients? Nous n'y arrivons même pas nous-mêmes !» Je fais « Ben voilà, tu n'y arrives pas toi-même !» Donc comme toi. Comme toi. Donc on n'est pas dans la psychiatrie parce qu'on n'est pas dans la pathologie. On n'a pas des clients, on n'a des... Pardon, on n'a pas de patients. Oui, le lapsus. Hein, on n'a pas de patients, on a des clients. Et en fait, on n'a que des gens qui vont bien qui vont nous voir. Qui vont bien, mais qui mettent en place des automatismes qui sont soit négatifs pour eux, soit obsolètes, qui ont marché à un moment donné et qui ne marchent plus. Donc moi, je compare plus mon cabinet à une école qu'à un endroit où on soigne. Une école. Apprenez une nouvelle manière de faire. Donc on ne soigne pas. Et du fait qu'on ne soigne pas, on n'est pas tenu d'être du corps médical, parce que le corps médical soigne. Des fois. Après, notre background, c'est ce qu'on a en commun ici, une immense curiosité, un goût de l'action associé au savoir, c'est-à-dire ce qu'on sait n'a de valeur que parce qu'on fait avec. Après, si on est dans des troubles pathologiques, on est sur des troubles pathologiques, là on va orienter vers un psychiatre. Parce qu'effectivement, là c'est plus notre cours de jeu. Seulement, c'est plus notre cours de jeu, et comme madame l'a dit tout à l'heure, c'est pas notre cours de jeu pour pouvoir accompagner dans l'immédiat. Ça peut être un très bon complément pour effectivement permettre à la personne de mieux être. Okay? Et c'est là où effectivement il faut faire la différence entre les différents corps de métier. C'est chacun son métier. Okay? Alors pour ça, bien sûr, il y a des choses effectivement à savoir, il y a des formations qui doivent être faites pour pouvoir faire un bon diagnostic différentiel et savoir si effectivement on peut s'autoriser à travailler ou pas avec la personne. Parce que le but n'est pas du tout de jouer les apprentis sorciers. Okay? La personne qui vient nous voir va quand même mettre entre nos mains sa psyché en nous faisant confiance, en espérant qu'après avoir fait une ou quelques séances avec nous, effectivement qu'elle ira bien. D'accord? Ouvre les yeux, regarde mon doigt. Toujours l'image. Un, deux, trois. Ferme les yeux. Totalement présente. Voilà, comme ça. Tous les ressentis prennent leur place.
à fait. Heureusement, on grandit, on évolue, notre système de valeurs change, et puis on découvre le monde, et puis on découvre d'autres personnes. Et on découvre d'autres personnes, on dit, cette personne-là, elle est grande pour moi. Elle fait des choses que moi, j'aimerais faire. C'est un point de référence. Je ne veux pas forcément aller vers là. Je ne veux pas devenir l'homme politique que j'admire. Mais ça me touche et ça me porte, ce qu'il fait. Je m'y retrouve. Mais ce que tu dis ramène à une question d'hier matin à la conférence. Oui. La différence entre empathie et sympathie. Gentillesse et générosité et tout. Ok. Jean-Charles, il est dans une empathie. Il est avec son client, mais ce n'est pas son client. Ça reste Jean-Charles qui accompagne son client. Donc oui, il a gardé une posture, parce qu'il a gardé sa posture d'accompagnement. Que ça. Et tu regardes comment tu te sens dans ce contexte-là. Et ce qui se passe en toi. Ok. Comment c'est? C'est calme. Ouais. Est-ce que tu te sens forte? Ouais. Et calme? Et confiante? Ouais. Et pertinente? Formidable. La première conférence était plutôt destinée aux entreprises, aux entrepreneurs et aux RH. Ça a été un public très participatif, très intéressé par ce thème, par le thème de la PNL et du coaching à l'entreprise, et aussi très intéressé par des nouveaux apports. Un public vraiment à la recherche de nouveaux apports, de nouvelles solutions. On sent un public très dynamique, un public qui est en mouvement, des entreprises qui sont en mouvement et un public qui cherche vraiment des nouveaux outils, des nouvelles approches. Ça va vite ici. Les choses vont vite, les choses bougent vite et les gens bougent vite et vont vite. Vite et bien, je dirais. Parce que les questions qu'on a eues au cours de cette conférence étaient vraiment éclairées. Vraiment éclairées, des vraies problématiques d'entreprise, des vraies problématiques concrètes, à la recherche d'outils concrets, et même des universitaires qui étaient présents, qui ont contribué et qui ont éclairé certaines facettes par leurs questions de manière totalement pertinente. C'était une belle conférence, vraiment. On a eu entre 70 et 100 personnes sur cette conférence-là. Et j'ai adoré présenter cette conférence. D'abord parce qu'on a joué un binôme avec mon partenaire qui était excellent et parce que le public a été vraiment adorable. Adorable et au sens de comprendre qu'on leur présentait une PNL qui était une PNL très différente de la PNL de développement personnel. Une PNL vraiment axée sur l'entreprise, vraiment axée sur la performance, vraiment axée sur des outils concrets et de la production derrière. Et aussi une systémie dans l'entreprise, l'installation d'une gestion systémique des groupes. Ça, c'était pour la conférence du matin. La conférence de l'après-midi, le public était très différent. Un public plus varié. Je crois qu'on avait environ 70 personnes ou 80 personnes l'après-midi. Et le public était très varié, très en demande. Très en demande sur la PNL, mais très en demande sur l'hypnose aussi. Étonnant, j'aurais peut-être pensé l'inverse, mais l'hypnose a été une très très forte demande et une très grande curiosité. On sentait que dans le public, les questions étaient éclairées, les demandes étaient réelles et que le public a été passionné par le sujet de l'hypnose, par le sujet de la PNL, par le sujet du DNR aussi. Ça m'a permis de faire une belle démo qui nous a permis de montrer, pas notre savoir-faire parce que ce n'était pas le but, mais de montrer l'étendue de ce que pouvaient apporter ces outils-là. Et on sentait que le public était déjà quand même grandement au courant de ce que ça pouvait apporter parce qu'on a eu un public adorable, participatif et je dirais que l'après de la conférence,
qui devait finir assez tôt, normalement, et qui a fini 1 heure plus tard que prévu, et qui a continué après, dans du off, on dira, avec un public qui est resté longtemps à poser des questions, à s'interroger, à nous interroger. Et je trouve que notre accueil en Tunisie, sur ces 2 conférences, et puis la ville elle-même, et puis les gens que nous avons pu croiser dans les couloirs, sur ce qu'on peut appeler le off, a été mais adorable. Je suis séduit. Je crois que les gens ont apprécié ce qu'on leur a présenté et de notre côté, ça a été un bel exercice de devoir s'adapter à un environnement qu'on ne connaît pas. On a l'habitude de faire des conférences devant des gens de culture française. Le fait d'être en Tunisie, d'avoir un public tunisien qui n'a pas les mêmes références que nous, ça nous a permis de tester ce qui marchait moins bien, les terrains sur lesquels on pouvait aller, les terrains sur lesquels il ne fallait absolument pas qu'on aille. Et ça a été assez intéressant. Au niveau du public thérapeutique, une majorité de femmes. Est-ce que c'est parce que le métier n'intéresse que les femmes ou est-ce qu'on est arrivé, nous, en termes de communication, à ne toucher que des femmes? Ça, c'est une question à creuser. Je pense que ça va faire des petits, que ici, même si l'hypnose n'est pas encore tout à fait connue, par exemple, pour prendre le sujet de l'hypnose, je suis convaincu que les gens vont comprendre à quel point tout ça est capable d'amener des choses sur le plan thérapeutique. Mais franchement, encore un franc succès rencontré par Synapse, cette fois-ci Synapse Tunisie. Nous sommes venus ce week-end en Tunisie pour pouvoir présenter les outils que nous proposons à Synapse et permettre à Synapse Tunisie de se développer et de ce fait du coup atteindre toute l'Afrique finalement. On a hier, lors de la conférence d'hier après-midi, rencontré un franc succès avec pas moins de 70 personnes qui se sont déplacées pour découvrir un petit peu ces outils, découvrir surtout l'hypnose, outil qu'ils ont trouvé fabuleux, qui les a vraiment conquis. Et nous, parallèlement à ça, on a rencontré aussi des personnes, un public qui était passionné, qui était vraiment accueillant, vraiment ouvert d'esprit. Et notre démarche à Synapse qui continue et qui continuera toujours, c'est de permettre justement à ces personnes qui sont désireuses d'évoluer, d'avancer, d'avoir tous les outils en main pour permettre un développement durable.